Aujourd'hui, on reçoit une personnalité qui incarne à la fois le private equity et l'attachement, à son territoire. Donc Ansel Guiton, président de NCI, un fonds de capital investissement régional, je crois normand d'origine, Absolument. diplômé de l'ENSIA. Tu as commencé ta carrière en banque avant de rejoindre NCI en 2001, on en parlera, 1 an après sa création, pour accompagner les PME de la région dans leurs projets de croissance et de transmission. Depuis près de 25 ans maintenant, tu as gravi tous les échelons. Et pour finalement, devenir, cette présidente, et tu as vu émerger des belles ETI régionales, et à développer, pas mal de plateformes multi-stratégiques que NCI aujourd'hui, enfin aujourd'hui NCI est devenue une belle plateforme avec plusieurs stratégies, on en parlera aussi. Donc merci d'être avec nous, Anne-Cécile Guiton. Eh ben, merci Gabriel, pour, cet échange, et bravo, tu t'es bien renseigné sur, mon parcours. Exactement, donc maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Il y a 3 parties, une première partie académique professionnelle. Une seconde partie, où on va parler plus de NCI et de ce qu'est ce fonds, et puis une partie aussi conseil et prospective où tu vas pouvoir nous partager, voilà des conseils pour les plus jeunes et les moins jeunes. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours académique, et d'où est-ce que tu viens? Très bien. Donc c'est un peu lointain, maintenant, mais j'ai fait, 2 ans de prépa, j'ai intégré, Audencia, j'en suis sortie en 97, et j'ai commencé à travailler, à Paris, tout près d'ici, dans une entreprise qui organisait des séminaires de formation professionnelle autour des métiers de la finance. C'est une expérience qui a pas forcément, été très convaincante, donc j'ai souhaité, revenir en région, en Normandie, et j'ai recherché du travail et ma recherche a été de cibler le secteur bancaire, D'accord. qui, à l'époque, me paraissait en pleine mutation et proposait, des missions intéressantes. Donc j'ai démarré ma carrière, ensuite, donc au CIN, Crédit Industriel de Normandie, qui fait partie, du groupe CIC, et bah, là, j'ai découvert le monde de la PME. D'accord. Je suis rentrée comme chargée d'affaires, et j'ai appris, vraiment, mon métier, de chargée d'affaires, sur le terrain auprès des PME, et ensuite, j'ai rejoint NCI, et là aussi, j'ai fait beaucoup, j'étais très en prise, avec les dirigeants d'entreprise. Et donc il y a eu finalement tu n'as pas commencé directement chez NCI, donc pas directement en capital investissement. Comment est-ce que ça s'est fait cette transition-là et pourquoi est-ce que finalement presque tu as voulu faire ce changement? Mmh. Alors, bah, j'étais, finalement, dans la banque, j'étais très bien, bah, je commençais ma carrière, ça fonctionnait plutôt bien, mais j'ai été chassée, par un cabinet de recrutement qui, souhaitait, compléter l'équipe de NCI qui, démarrait tout juste, avec un directeur général, et ce métier en tant que chargé d'affaires, au tout début, des années 2000, m'a fait complètement rêver. Je pense qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de passerelles pour permettre, de faire du capital investissement, donc j'ai été, forcément, très motivée à l'idée de changer de métier. Et pourquoi? Principalement parce que, ça me permettait j'avais déjà des discussions avec les dirigeants d'entreprise sur une thématique de financement, donc j'avais accès à des informations, des discussions, intéressantes, mais je voulais me positionner plus sur l'aspect, stratégie des entreprises, et vraiment couvrir, toute la sphère, des sociétés, et je me suis dit: «Bah, en tant qu'actionnaire, c'est vraiment, à ce niveau-là, que l'on peut, ouvrir les discussions avec les dirigeants et avoir un Mmh. poids, dans les échanges». Et donc, aujourd'hui vous avez enfin NCI a un bureau à Paris, Oui. mais est-ce qu'à l'époque il y avait un bureau à Paris? Le seul bureau était à Rouen? Oui, pas du tout. Donc en effet, on intervenait, uniquement en Normandie, à partir de Rouen. Donc moi, j'ai rejoint NCI en 2001, on s'adressait vraiment à une zone géographique, très restreinte, et dans laquelle le capital investissement était pas du tout connu, hein. Il y avait très peu d'acteurs, donc on était le premier. Donc on avait des dirigeants qui ne connaissaient pas ce mode de financement, qui, peut-être avaient aussi, beaucoup de réserves Mmh. sur le sujet.
Et donc c'est au fil du développement de NCI qu'on a commencé à ouvrir les frontières et à s'adresser à d'autres régions. Et donc, c'est une caractéristique qui est forte d'Annecy d'être, d'avoir cet ancrage-là régional. Est-ce que peut-être dans les grandes lignes, qu'est-ce qui va différencier un acteur un peu national ou même global, avec un acteur qui est vraiment, centré sur la Normandie, par exemple, historiquement? Beh, je pense que vraiment dans notre équipe, donc c'est mon cas, personnel, je mets beaucoup de sens, dans le travail que fait NCI, et notre mission qui est de développer des entreprises, faire en sorte qu'elles fructifient sur le territoire sur lequel on est, en région, qu'elles s'attirent des compétences, des talents, qu'elles se développent et qu'elles deviennent vraiment, indéracinables, dans leur position, régionale. Donc ça, c'est ce qui m'anime personnellement et en fait, on a, des collaborateurs qui nous rejoignent aussi, parce qu'ils aiment, le métier du capital investissement, mais ils l'aiment sous cet angle de développement économique régional. Heu et les acteurs, qui sont présents en Normandie, donc je pense, notamment, aux experts comptables, aux avocats, aux banques, sont aussi, favorables, à notre action heu, on vit en bonne intelligence, avec eux sur ces territoires. Et donc historiquement, il a fallu, on va dire, évangéliser un peu les entrepreneurs, normands. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on évangélise ces personnes-là? Et surtout, aujourd'hui tout le monde en parle, mais à l'époque, en 2001, Mmh. c'est peut-être vous leur appreniez le mot, quoi? Oui, oui, bah, déjà quand j'ai annoncé à mes clients mon départ, c'est vrai qu'eux-mêmes ne voyaient pas trop, en quoi mon métier allait consister, ils étaient un peu, dubitatifs sur le sujet. Donc il y avait vraiment une méconnaissance et moi je suis passée, d'un emploi du temps dans la banque, très rythmé, avec beaucoup de clients, une centaine de clients, à Mmh. je suis arrivée, dans un bureau, vide, un ordinateur et un téléphone. Donc je suis allée voir, le directeur général de NCI de l'époque en disant: «Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse de la prospection, je pense qu'il faut qu'on passe des appels, entrants vers les entreprises, les entrepreneurs». Donc je me suis constitué un fichier, enfin des choses, assez classiques, dans une démarche commerciale. Mais c'est vrai que peut-être, sur les métiers de la finance, c'était encore un petit peu, nouveau de fonctionner comme ça. Donc il y a eu, beaucoup, beaucoup de démarches faites, d'explications apportées aux dirigeants. Heu, le message principal et il est vrai encore aujourd'hui, hein, c'est de dire à des dirigeants: «Vous avez, une obligation en tant que patron d'une entreprise, c'est de savoir que vous pouvez vous financer auprès des banques, pour des sujets, et il faut que vous sachiez que le métier du capital investissement existe et que vous pouvez avoir accès à des financements auprès d'un actionnaire». Donc c'est vraiment, le discours, que l'on a utilisé pour faire connaître NCI. Et puis, ça a pris, beaucoup de temps, hein. Je pense, il y a eu, 3 années, de travail, important, donc à la fois en direct auprès des dirigeants, mais aussi auprès de leurs conseils. D'accord. Et puis, au fur et à mesure de nos investissements, ce qu'on a détecté, c'est qu'il y avait, des cas de figure, dans lesquels les entreprises, franchissaient un cap et avaient besoin, d'un actionnaire, financier, d'un actionnaire professionnel. C'était notamment le sujet de la transmission, hein, parce que lorsqu'un dirigeant veut vendre son entreprise, les repreneurs n'ont pas toujours, les financements nécessaires pour racheter et la dette bancaire ne suffit pas. Donc ça a été un peu notre angle, et donc on a mis en place, vraiment cette stratégie d'être très présent sur les transmissions. D'accord. Donc, là, quand tu viens de me raconter un peu tout ça, je remarque quand même un côté assez proactif où quand tu arrives directement, tu te dis: «OK, il faut qu'on fasse un fichier, il faut qu'on appelle, la prospective et cetera». Et finalement, peut-être que l'une des résultantes, c'est que tu as réussi tu as gravi les échelons, jusqu'à aujourd'hui être présidente. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, ces différentes étapes? Pour toi, peut-être quels ont été les moments les plus charnières dans cette évolution-là? Parce que c'est quand même c'est un super parcours.
Oui, bah, merci. Alors, bah, déjà, j'ai eu, u la vraie confiance, du fondateur de NCI de m'accueillir, en effet, à 26 ans, sachant que ce métier était nouveau pour moi. Il a même dû, vis-à-vis de l'AMF, argumenter sur le fait que, j'avais, les compétences pour, être chargée d'affaires, puisque l'équipe était, quand même assez réduite et donc ça faisait partie des préalables de l'AMF. NCI a démarré son existence avec un actionnaire, de référence, et donc qui est, le groupe Syparex et donc en 2005, les actionnaires historiques, de NCI ont souhaité, que NCI devienne indépendant. Donc il y a eu un moment charnière en effet, alors ça remonte un peu, hein, qui était 2005 où OK. on a entrepris, bah, de constituer une société de gestion indépendante. Donc à ce moment-là, j'ai eu, cette chance, qu'on me propose de devenir actionnaire, de la société de gestion. Et puis après j'en reviens un peu au contexte général. On était une petite équipe, hein, on gérait au démarrage, 12 millions d'euros. Donc voilà, c'est à peine, la taille de nos tickets d'investissement aujourd'hui. Et donc petite équipe, donc ce qui m'a aussi, donné accès à des responsabilités assez tôt. Donc moi, j'ai toujours, parlé à des dirigeants en direct. Peut-être, quand on regarde aujourd'hui dans notre métier, souvent il y a des strates, au niveau de l'investissement comme analyste Ouais. ou junior. On va pas forcément être beaucoup, exposé aux dirigeants. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là. Et puis aussi, j'ai très vite, été en contact avec nos souscripteurs, bah, pour, présenter le fonctionnement, les performances du fonds, mais aussi ensuite sur les levées de fonds et cetera. Donc Ouais. ça aussi, ça m'a permis, d'avoir une visibilité et puis, bah, d'acquérir la confiance aussi, D'accord. des dirigeants, de l'écosystème et puis des souscripteurs. Parce que quand vous étiez sous du coup, j'ai l'impression sous la loupe de Syparex, c'est leur argent que vous investissiez à l'époque ou vous avez déjà levé un fonds Non, non, sur les 12 millions? non, ah oui, absolument, en fait, les fonds étaient vraiment des fonds collectés, auprès de la région, auprès des D'ac banques régionales. d'accord, Syparex avait un rôle, plus, de juridique et administratif, sur la société de gestion. d'accord et donc voilà, si on se penche un peu sur la partie investissement, ces entreprises-là, donc peut-être aujourd'hui vous regardez un le spectre est plus large, mais à l'époque en Normandie, est-ce qu'il y avait des secteurs qui étaient prédominants, Oui. est-ce qu'on retrouve le même genre d'entrepreneurs? Est-ce qu'on peut les classifier? Ouais, alors, la Normandie, une région, très industrielle, ce qui et en fait, cette, teinte-là, on la conserve encore aujourd'hui. On a investi beaucoup dans des secteurs donc liés aussi à la logistique, transport, et petit à petit, on a aussi touché, bah, le service à l'industrie, hem, la santé, le service, donc aujourd'hui, on est beaucoup plus diversifié, mais en effet, on a vraiment, ce réseau, cette connaissance de l'industrie. On aime aussi beaucoup, rencontrer, des dirigeants qui produisent, visiter des usines, et cetera. Ouais et donc peut-être dans ce cas de figure-là, comment est-ce que on sélectionne, voilà, des entreprises dans lesquelles on va investir? Est-ce qu'il y a des choses qu'on regarde peut-être des maîtrises qu'on regarde un peu plus quand on est focalisé sur une région, sur des secteurs du coup qui sont peut-être propres à celle-ci? Oui, alors, nous, dans nos critères, mais on va être, assez proche de nos confrères, hein. On a, surtout, on recherche des entreprises, de qualité, donc qui sont bien positionnées sur leur marché, avec des dirigeants, qui ont des vraies ambitions. Donc soit, soit ils sont, déjà en place, soit ils ont l'intention, de se retirer et à ce moment-là, bah, on cherche des repreneurs, de qualité. On a, vraiment, chez NCI, ces qualités de savoir, parler à des dirigeants qui n'ont jamais entendu parler de capital investissement, hein, ça reste quand même une réalité. On a donc très souvent, on est le 1er investisseur, premier actionnaire financier au capital. Donc on sait aussi, bah,
comment fonctionne une entreprise, une PME qui peut structurer, qui parfois a, un organigramme aussi assez court. Et puis, on aime beaucoup donc la thématique de la transition managériale, donc apporter, des nouvelles compétences, faire Mmh. venir dans les entreprises, soit des dirigeants, soit des cadres, bah, qui viennent, apporter, des nouvelles compétences. Bah, c'est parfait parce qu'on va passer à la seconde partie, donc ça sera un focus sur NCI et donc qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous présenter, voilà, tu nous as parlé de 2005, tu nous as parlé des premiers fonds à 12 millions. Aujourd'hui, NCI, c'est quoi? C'est combien de stratégies? Ça représente combien d'employés? Tout ce que tu peux nous dire dessus. Alors, bah, d'abord, NCI, c'est une société indépendante, hein. On est, assez, là-dessus, on est très, très soucieux de cette, de cette liberté, que nous permet, l'actionnariat. Donc on est, 5 associés, qui sommes tous opérationnels, hein. Donc on a tous des responsabilités, dans les fonds. J'ai pas fini tout à fait mon parcours, mais en effet, j'ai pris, donc en 2021 la présidence de NCI, et on a, donc un directeur général depuis, 2023, ce qui fait qu'aujourd'hui on a assuré notre transition, managériale, ce qui est un vrai sujet aussi dans le monde du capital investissement et donc ça nous permet, de nous focaliser sur le développement de NCI. Et ce qu'on veut faire, pour nos souscripteurs et pour les entreprises. Donc NCI, aujourd'hui, on gère, 400 millions d'euros. On a une activité, principale, qui est donc la gestion de fonds de transmission. Donc ce sont des fonds, qui sont dotés de 150 millions d'euros. Donc on a ils se succèdent, hein, donc aujourd'hui, on en est à la sixième génération, donc qui s'appelle Reprendre et développer 6. Ce fonds est en cours de levée. On est aujourd'hui à peu près, 110 millions d'euros, mais notre objectif, c'est d'atteindre 150 millions d'euros, voire, si on peut, atteindre notre plafond qui sera, 180 millions d'euros. OK. On a augmenté, notre zone, géographique, hein, puisque, donc de la Normandie, on a ouvert un bureau en 2018, à Lille. Heu, on a également ouvert un bureau en 2020 à Rennes et ici, nous sommes sur Paris, donc on a 4 bureaux et ça nous permet de couvrir une zone géographique, donc qui va, des Hauts-de-France, au à la Bretagne et au Pays de la Loire, et en passant par la Normandie et une partie de l'Île-de-France. Ce territoire géographique, il nous satisfait complètement aujourd'hui, et notre ambition donc c'est d'être l'acteur régional, de référence sur ces 4 régions, et de proposer, des solutions de financement. Donc on a, parlé de la partie transmission. On est également actif sur le capital innovation, avec, notre dernier fonds, qui s'appelle NCity, qui est un fonds qui vise, la décarbonation, dans la ville de demain. Et puis on lance un fonds de dette, qui est donc sur cette zone géographique, qui va, permettre à des dirigeants, qui ne souhaitent pas ouvrir leur capital, d'avoir recours à de la dette privée. Et c'est également pour nous la possibilité, d'adresser des belles sociétés, mais qui n'ont peut-être pas une trajectoire de développement suffisante pour en devenir actionnaire. Ouais. Donc Et c'est intéressant, au début, vous avez dit que vous teniez, finalement à cœur le fait que vous soyez indépendant. C'est quelque chose qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, on fait face à un peu à une dynamique de consolidation dans le private equity. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le voyez ça aussi? Est-ce que vous êtes approchés? Est-ce que ça peut arriver d'avoir des discussions comme ça? oui, alors je le vois à plusieurs niveaux, hein, en effet, on voit certaines sociétés de gestion qui se rapprochent. Pour ma part, je suis également, au conseil d'administration de France Invest, donc ça fait partie, bah, des évolutions, qu'on constate. Donc on fait un très, très beau métier, qui est, réglementé, donc qui a aussi, qui nécessite aussi d'avoir une certaine structure, i sur les aspects métiers, en effet, ça peut avoir du sens,
de se rapprocher entre confrères et puis, c'est vrai aussi que sur les parties levée de fonds, bah, il arrive que Ouais. certaines sociétés de gestion, rencontrent peut-être des difficultés ou à cherchent des synergies avec des confrères donc oui, en effet, c'est une vraie tendance et puis, bah, comme toutes les sociétés, hein, on a des générations, de fondateurs qui partent et il faut assurer leur succession donc ouais, c'est une vraie tendance. Donc même peut-être, avant de passer à chacune stratégie, en commençant par celle celle historique, private equity, aujourd'hui, donc prenez des participations majoritaires, minoritaires, quelle est votre stratégie et comment peut-être cela a évolué? Oui, alors, en effet, depuis, notre fonds Reprendre et développer 4, qui est un fonds de 2015, on a souhaité réunir, les métiers, du de l'investissement en minoritaire avec l'investissement en majoritaire. D'accord. On est parti d'un constat simple, c'est qu'un dirigeant, il ne sait pas toujours, finalement si, l'opération, dont il a besoin, c'est une opération en minoritaire ou en majoritaire. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est avoir des fonds, avec une taille critique suffisante. Donc, Reprendre et développer 4 faisait 85 millions d'euros. Mmh. Donc ce qui en région, permet de répondre quand même à l'essentiel des besoins. Heu, et donc la capacité pour le fonds de proposer les 2 typologies, de positions et sur le fonds RD5, donc là, on a vraiment, poussé, cette stratégie-là. Donc sur 150 millions, on a, pris, 18 participations et D'acc la moitié en minoritaire, la moitié en majoritaire. d'accord. Heu, pour, synthétiser, lorsque on est majoritaire, c'est souvent dans des sociétés qui vont faire entre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et au-delà, on va être plutôt, sur des très belles ETI et Mmh. dans lesquelles on va être minoritaire parce que, nos tickets, nous permettent pas d'être majoritaires et pour parler de nos tickets, on est capable d'investir entre 4 et 15 millions d'euros D'accord, par opération. d'accord et le dernier fonds, c'est un vintage de quelle année? Alors, donc Le 5. Reprendre et développer 5, on l'a lancé en 2020, donc au D'accord. moment du covid. Il est totalement investi aujourd'hui et on a commencé à faire des restitutions et donc c'est le fonds, Reprendre et développer 6 qui a pris le relais. D'accord. Je voulais préciser aussi, donc peut-être d'ailleurs j'empiète sur les questions à venir, mais quand lorsque nous sommes majoritaires, on a vraiment une approche, avec le dirigeant, très constructive. On a, ici, dans ces murs, le directeur, du pôle performance. Donc c'est lui qui met à disposition des ressources, de NCI auprès des dirigeants pour les aider sur leur stratégie, sur la compréhension, de nouveaux marchés, sur, la maîtrise des charges et cetera. D'accord et donc du coup et donc il y a ce pôle-là, performance qui est voilà un point fort de NCI. Ça permet voilà d'être vraiment proche du dirigeant, c'est ça? Et de vraiment l'accompagner sur, finalement le développement de son entreprise? Ouais, exactement. Notre souhait, c'est d'être un actionnaire professionnel actif. Donc pour ça, on a, Bastien, a une équipe de 3 personnes pour, travailler sur des thématiques. Donc ça peut être, des thématiques, finance, contrôle de gestion, l'amélioration, des tableaux de bord, des indicateurs pour aider les dirigeants à prendre leurs décisions. On a une personne, qui est dédiée, à des plans d'action, RSE, donc aider les entreprises à travailler sur, la responsabilité sociétale des entreprises, et donc on les accompagne tout au long, de notre présence au capital et puis, on lorsqu'on n'a pas forcément des compétences en interne sur des sujets qui se posent aux dirigeants. Ça peut être, notamment, sur des sujets de ressources humaines, ça peut être, sur des sujets plus, industriels, par exemple. À ce moment-là, on a un certain nombre de partenaires proches avec qui on travaille, qui connaissent bien les entreprises et qui sont capables d'apporter, des solutions, assez rapides et adaptées au budget de nos entreprises. OK. Si maintenant on fait un peu un focus sur le dernier fonds que vous êtes en train de lever,
Moi, j'avais noté que vous avez levé du coup 100 millions en 6 mois. C'est donc Ouais, on a essayé d'être et assez efficace. voilà, ce qui est assez efficace dans un Mmh. environnement qui aujourd'hui est assez compliqué, où, beaucoup de fonds vont ne enfin, ne vont pas pouvoir relever, ou en tout cas les temps de levée sont passés aujourd'hui de je crois 1 an et demi, ou des fois 1 an pour les très bons fonds à 2 ans et demi. Comment est-ce que vous expliquez, comment NC explique que Alors il y a beaucoup de on on a beaucoup travaillé le sujet, hein. C'est vrai que ça, c'est pas arrivé comme ça, c'est en fait, en 2020, je disais, lorsqu'on a levé, le fonds précédent Reprendre et développer 5, c'était, au moment du covid. Donc, on travaillait de chez nous, on n'avait pas la possibilité, de voir nos prospects pour la levée de fonds, en physique et cetera. Donc ça nous a quand même, beaucoup fait réfléchir, et donc Stéphane Carlot, qui est directeur général de NCI, qui travaille lui sur les missions de management de l'équipe, a souhaité, constituer vraiment une démarche, construite, pour préparer les levées de fonds. Donc, il a nommé en interne, un responsable relations investisseurs, qui s'appelle Thibaut Varin. Et Thibaut, en fait, fait un travail, de dans l'ombre, mais très régulier, très précieux pour nous, où il est en contact avec, à la fois nos souscripteurs, mais aussi, des souscripteurs prospects. Donc c'est un travail, en fait, qui a démarré, quasiment il y a 5 ans, pour notre fonds précédent. Et c'est vrai que, sur le fonds RD6, donc en effet, on a démarré la levée de fonds, donc en janvier 2025, et en juillet, 2025, on a levé, plus de 100 millions d'euros. C'est aussi un travail, qui est un très beau travail, qui a été fait par les investisseurs, sur une dizaine d'années, puisqu'on a des performances de notre fonds Reprendre et développer 4, donc dont on a parlé, qui a été élevé en 2015 lui, d'accord. qui est, aujourd'hui, qui a beaucoup restitué, donc qui affiche de bonnes performances, et qui permet à nos souscripteurs, de revenir, en fait. Et on a une très belle fidélité, de la part de nos souscripteurs, parce qu'on a, 85 de. D'accord. Parce que aujourd'hui le fonds flagship qui est un peu un exemple, c'est le fonds 4. Oui. OK. C'est un exemple dans le sens où, on l'a complètement investi, on est en phase de désinvestissement, et donc on est capable d'afficher, des bonnes performances. Et est-ce que ces investisseurs-là, parce qu'en fait, quand on commence avec un fonds de 12 millions jusqu'à aujourd'hui un fonds de presque 150, enfin 150 et voire plus, heu, cette base d'investisseurs, j'imagine qu'elle a évolué. Elle a commencé par qui? Et aujourd'hui, est-ce qu'ils enfin, fait de la place pour les plus gros institutionnels? Oui, alors, on a démarré, pour reprendre au fond, Reprendre et développer 4, on avait, 20 souscripteurs. Donc D'accord, c'était bien, mais finalement c'était très concentré, sur des souscripteurs institutionnels, et en particulier normands. Sur le fonds Reprendre et développer 5, on a déjà, beaucoup augmenté la base de nos souscripteurs, parce qu'on est passé à 100. On a aussi, on a développé une typologie de souscripteurs qui sont les dirigeants d'entreprise, les familles, qui ont toujours été présents dans l'histoire de NCI, parce que souvent, lorsqu'on a racheté une entreprise à un dirigeant, on est resté en bon contact avec le cédant, et derrière il a pu d'accord. souscrire dans nos nouveaux fonds. Mais oui, on a donc, développé cette typologie de souscripteurs. Et au niveau des institutionnels, à la fois, ben, on a gagné, des institutionnels régionaux, donc, en Bretagne, Pays de Loire, et puis, dans les Hauts-de-France, mais aussi des investisseurs institutionnels nationaux, D'accord, qui, se sont intéressés à notre positionnement, qui sont, sensibles à notre thèse régionale, et qui ont souhaité, nous accompagner. Et ça a pu être possible parce que, nous, on a augmenté la taille de nos fonds. d'accord, Et donc avec des fonds, supérieurs à 100 millions d'euros, ça permet pour eux, d'envisager de mettre des tickets, de 5-10 millions d'euros, donc d'accord, sans avoir de de problématiques, d'emprise, sur le fonds. d'accord, très bien.
Peut-être maintenant on va passer à une stratégie que vous avez citée aussi, c'est le fonds NCT, Oui. c'est ça? Donc pour la ville de demain. Qu'est-ce que ça veut dire la ville de demain? C'est quoi un peu les grands axes de cette stratégie-là? Et pourquoi c'est important pour NCI? Oui. Alors, NCT, c'est un fonds qui est doté de 38 millions d'euros. La ville de demain, c'est parce qu'on s'est, rendu compte, dans l'équipe de NCI que, sur les thématiques environnementales, il fallait apporter de l'innovation, changer les pratiques pour créer des solutions, plus respectueuses de l'environnement. Et en fait, Yves Guillol, qui est notre associé, en charge du capital innovation, a identifié que, dans le domaine, de la construction, de la mobilité, de l'énergie, il y avait beaucoup de choses à faire pour, travailler sur la décarbonation. Et donc ça a été une des 1 raisons, hein, c'est qu'il y avait une vraie nécessité de changer les pratiques, dans ces domaines, dans ces secteurs d'activité. Et le deuxième point, c'était aussi que ça permettait de porter de l'innovation dans les régions où nous sommes. OK. Parce que, chacun de nos souscripteurs, en région, bah, se préoccupe de cette thématique-là de la ville de demain. Donc c'est les raisons principales. Donc aujourd'hui, bah, c'est un fonds, qui investit dans une dizaine de projets D'accord. avec, des très jolis, entreprises. Donc, bah, je peux vous citer par exemple Explicit, qui est une start-up industrielle, qui, s'est installée près d'Angers, qui fabrique, des sièges en carbone allégé. Donc, ça peut équiper notamment, les transports publics, les avions aussi, et donc ça permet, en allégeant le poids, de consommer moins de carburant. D'accord. Donc vous avez aussi, enfin NCI, a aussi une autre stratégie qui est un peu développée, que tu as citée, c'est celle de la dette. Oui. Heu, donc c'est une dette, en sponsorless, on appelle ça? Ou, finalement il y a pas de Alors ça se passe? sur notre partie, fonds de dette privé, l'objectif c'est, d'intervenir avec un outil qui est assez souple. Donc ça peut être de la dette junior ou de la dette mezzanine. D'accord. En fait, on peut intervenir soit, sponsorless, donc sans investisseurs à nos côtés, soit on peut intervenir aux côtés d'investisseurs, mais on ne peut pas intervenir avec nos fonds, de capital D'ac investissement. OK. En fait, on a souhaité, pour des raisons de conflit d'intérêts, faire intervenir soit le fonds de dette, soit nos fonds de transmission, mais pas les faire, participer ensemble. Mais on peut accompagner, certains de nos confrères, D'accord. y compris dans des opérations de transmission, par exemple. D'accord. Et donc c'est est-ce que ça peut vous arriver d'avoir une entreprise dans laquelle vous pourriez investir en fait des 2 côtés? Que ce soit au niveau equity ou au niveau de la dette? Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on choisit l'un ou l'autre? C'est plus un choix du dirigeant en face? Oui, alors, en général, les dossiers qu'on a étudiés à présent, c'est plutôt soit une thématique, dette privée, soit une thématique, fonds propres. Donc, après, c'est vrai que peut-être à l'avenir, hein, peut-être qu'il pourra arriver que, notamment sur un dossier, qu'on étudie en fonds propres, on ne soit pas choisi, parce qu'il y a quand même une Ouais, beh, concurrence oui. qui existe, et à ce moment-là, peut-être, revenir en proposant notre fonds de dette. Bon, ça, on va le c'est au cours de la vie, des fonds que l'on va avoir, ces situations. Après, on est toujours très attentif, à l'intérêt de chacun de nos souscripteurs, qu'ils soient dans le fonds de dette ou dans le fonds de transmission. Donc on fait, sur la partie, origination, on fait très attention, à bien respecter, les intérêts des uns et des autres. OK. Peut-être partager un exemple aussi à nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une entreprise dans laquelle vous avez investi, qui était peut-être à l'époque une petite PME, une grande P enfin, qui voilà, une PME et qui est devenue une grande ETI ou une belle success story que tu pourrais partager avec nous?
Ouais, alors des success stories, on en a vraiment un certain nombre et il y a beaucoup de PME qu'on a accompagnées, qui sont devenues des ETI aujourd'hui. Donc je peux citer, en Normandie, par exemple, Recrea, qui était vraiment une société qu'on avait repris, heu et dans le secteur de la gestion, de centres aquatiques. Donc son chiffre d'affaires, devait être, de quelques millions d'euros à l'époque Mmh. quand on a accompagné le repreneur, qui était un repreneur, extérieur à l'entreprise que l'on avait, nous-mêmes, guidé vers cette société. Et aujourd'hui, c'est une société qui a dépassé, qui fait plusieurs centaines de millions d'euros, Ah oui. qui notamment, avait géré, enfin gère, les infrastructures, de du d gère, je crois que c'est Saint-Denis où il y a eu, les JO, en 2025. D'accord. Donc c'est devenu une très belle entreprise nationale. Heu, voilà, il y en a beaucoup d'autres d'exemples. Ah, c'est intéressant de voir un peu ces entreprises-là régionales, finalement qui sont aussi dans une enfin beaucoup plus petites que des dossiers qu'on peut voir, dans ouais, qui qui finalement sont concentrés sur du large cap ou Oui. du mid cap, ça c'est un peu différent. Hem, Tu as aussi mentionné que tu étais au conseil d'administration de France Invest, Mmh. c'est ça? Comment est-ce que ça s'est fait? Pourquoi est-ce que ça a été intéressant pour toi et même ça a est-ce pour il y a cette volonté-là d'être au conseil d'administration? Comment ça s'est fait? Et c'est quoi France Invest? Ouais. Alors, en fait, lorsque j'ai pris la responsabilité de présidente, donc je l'ai dit, en fait, NCI a toujours fonctionné avec un binôme, président, directeur général. Pour, le précédent, président de NCI était quelqu'un qui avait plutôt un parcours industriel et qui était pas du tout opérationnel dans la société de gestion. Donc il a fallu un peu que j'écrive ma feuille de route, et je me suis dit que dans les missions en tant que présidente, sur lesquelles je pouvais intervenir, bah, c'était, toute la thématique, toute la stratégie de NCI. Et également, des fonctions de représentation, de nous faire connaître et on était très connus en Normandie. On était un petit peu moins présents et reconnus auprès de nos pairs et dans le milieu du capital investissement. Et donc France Invest qui est notre association professionnelle donc heu, qui regroupe, les sociétés, du monde du capital investissement. Bah, ça me paraissait intéressant de me rapprocher de France Invest, parce que en plus, c'est une structure, bah, qui apporte beaucoup d'informations, beaucoup de conseils. Et pour nous qui sommes en région, on peut avoir un peu parfois ce sentiment d'être, un peu isolé ou moins en prise avec notre métier. Donc j'ai proposé, donc j'ai commencé par, participer aux réunions de la commission régionale de France Invest et puis, après, bah, j'ai eu, l'opportunité, de candidater pour le D'accord. conseil d'administration. Et France Invest regroupe tous les fonds de capital investissement de Fran en France? C'est juste une question. Oui, alors, bah, disons il y a 450 sociétés de gestion, qui sont adhérentes de France Invest. Là. Donc, je pense que c'est alors je saurais pas dire, quel est le pourcentage, mais ça couvre très largement, ouais, toutes les sociétés de gestion. Et après, il y a aussi, des partenaires, qui peuvent également adhérer. OK. Mais, Bon, on va passer à la troisième partie du podcast qui est du coup une partie un peu plus conseil et prospective, pour voilà se demander qu'est-ce que comment sera le futur. Peut-être, juste pour un côté un peu plus pédagogique, si un entrepreneur là nous écoute et comme par magie, finalement est dans la région de Normandie oui. et finalement n'a aucune idée ou ne comprend pas vraiment, ce qu'est le capital investissement et comment ça pourrait lui servir, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je dirais que le capital investissement, c'est, un formidable accélérateur pour, les dirigeants, qui souhaitent, développer leur entreprise. C'est également, bah, des hommes et des femmes, qui, sont très respectueux et qui soutiennent vraiment, l'entrepreneuriat. Donc ça, je pense que c'est très important.
Et puis, 3e argument, c'est vrai, c'est mon a c'est ma thèse d'origine, hein, c'est qu'un dirigeant doit être informé sur plein de domaines et le financement en est un, très important. Donc il faut au moins, prévoir, avoir des échanges pour, maturer, ses réflexions sur l'ouverture de son capital et à un moment donné, quand, on doit franchir le pas, bah, avoir déjà une idée, des investisseurs financiers qui peuvent, lui ressembler, qui peuvent, bien coller avec sa culture d'entreprise, avec ses attentes et cetera. Je le disais, on est nombreux, donc aujourd'hui, un dirigeant, d'entreprise a vraiment le choix sur, les partenaires qu'il veut choisir. Ah, peut-être juste là une question qui me vient en tête, sur les sorties des derniers fonds, en Mmh. général, les sorties se comptent plus à un autre stratégique au vu de la peut-être des fois la taille un peu petite, ou il y a même déjà des fonds qui, vous rachètent la Oui, alors c'est pas? une très bonne question et c'est, une thématique que j'ai pas abordée. Donc, j'ai dit on est très soucieux, nous, de connaître des développements économiques, en région et donc on a besoin d'entreprises qui sont indépendantes sur le territoire Mmh. pour qu'on puisse, bah, les accompagner, financièrement. Et l'idée, c'est au moment de notre sortie, que ce soit, les managers, qui reprennent l'entreprise. Donc, selon les cas, bah, ils auront, besoin d'un fonds pour, les accompagner, mais ça peut parfois aussi se faire en dette bancaire et dans 9 opérations sur 10, l'entreprise reste indépendante et D'accord. c'est bien son management qui poursuit l'histoire. Et après, il peut arriver en effet qu'il y ait des cas de figure, par exemple, où les managers, se voient pas poursuivre, et pensent que d'un point de vue, pérennité de l'entreprise, c'est mieux de s'adosser, mais Mmh. c'est vraiment pas notre thèse. Et donc même quand vous êtes majoritaire, il y a dans la plupart des cas, c'est les repreneurs, enfin des personnes qui créent l'entreprise qui Oui, reprennent? OK, oui, oui, c'est vraiment le cercle vertueux, d'accord. on essaye d'avoir, bah, bien sûr, un dirigeant d'entreprise qui soit actionnaire, mais on essaye aussi, qu'autour de lui, il ait une équipe qui puisse être actionnaire et qui, bah, grâce à une opération, réalisée avec d'autres investisseurs, peuvent se reluer au capital. OK, ça c'est clair. Maintenant, on va dire, seconde étape, cet entrepreneur vous a écouté, il lève de l'argent auprès de votre fonds. Quel conseil vous donnez à enfin vous tu peux donner à un entrepreneur, qui vient de recevoir ses premiers fonds, enfin voilà, ses fonds? Ouais, c'est alors. Pour le gérer peut-être, est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été que tu as pu voir et tu t'es dit: «Mais c'est bizarre de dire comme de telle manière»? Ouais, alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, au cours de la négociation, il y a vraiment, bah, une connaissance réciproque qui se crée entre le dirigeant, entre, nous en tant qu'investisseurs, et il y a parfois un peu d'appréhension au moment où on va se voir, et on va avoir une 1re réunion, d'actionnaires, on a des dirigeants, comme je le disais, qui sont parfois peu habitués à ce type d'exercice, donc ils sont un petit peu, déstabilisés ou ils se demandent s'ils vont bien, répondre à nos attentes et cetera. Donc alors c'est vrai chez NCI, on a nous, une équipe d'accompagnement des entreprises qui permet aussi, de préparer, en amont ces échanges. OK. Lorsqu'on est majoritaire, on fait une réunion, par mois avec le dirigeant et avec, son directeur financier, et on fait des comités stratégiques tous les trimestres. Donc bah, je pense qu'après la façon dont on aime bien travailler avec un dirigeant, c'est beaucoup de transparence, bah, c'est de l'écoute, c'est aussi, être assez proactif, nous on aime on je le redis, on aime les entrepreneurs, donc on aime aussi, réfléchir à des nouveaux projets, accompagner, des dirigeants sur une croissance externe, par exemple. Donc, Mmh. oui, je pense il faut pouvoir parler de tous les sujets, à la fois aussi, bah, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue, éventuellement, il peut y avoir des difficultés, soit financières, soit humaines. Il faut pas hésiter à en parler. Ouais, c'est intéressant. Donc peut-être maintenant on va changer de personne. S'il y a un étudiant ou un junior qui nous écoute,
Et au vu de l'évolution du private equity depuis, même du capital investissement depuis que vous avez commencé, depuis que tu as commencé, quel conseil tu lui donnerais, pour finalement, décrocher, un poste, un rôle dans un fonds? Ouais, alors, des conseils, il y en a plein. Moi, souvent, quand on me pose cette question-là, ce que je fais, c'est que je propose, d'échanger, sur le parcours de la personne, parce que, il y a un peu de sur-mesure à faire. Nous, dans l'équipe, on a cette chance d'avoir, des chargés d'affaires, des directeurs de participation assez jeunes. Donc, parfois, j'oriente, vers ces personnes-là pour qu'ils puissent, partager aussi un peu leur parcours. On souhaite vraiment que alors, là, je parle pour NCI, mais je parle aussi pour, France Invest. Il y a des gros efforts, qui sont faits pour, faire connaître, notre profession auprès des jeunes. Il y a le club Avenir, de France Invest, qui est une vraie réussite avec, beaucoup d'échanges, beaucoup d'événements qui permettent aux jeunes de connaître, notre métier. Alors souvent, ils sont déjà dans la profession, mais peut-être que en tout cas, c'est un angle, ils sont, je pense, assez faciles d'accès, donc voilà, il faut pas hésiter, à entrer en contact avec, des personnes qui sont en poste. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que tu avais fait, toi aussi au début de ton parcours. Et puis après, il y a des métiers peut-être qui permettent heu, d'entrer, soit dans le capital investissement, soit de travailler avec des investisseurs. C'est tous les métiers, liés aux banques d'affaires, donc fusion-acquisition, tout ce qui est, les métiers de l'audit aussi. Qui peuvent oui, audit, conseil, qui peuvent être, des portes d'entrée un peu plus détournées, mais qui permettent d'arriver avec un peu d'expérience, soit en stage, soit en césure. Ça, je pense que c'est aussi une bonne façon, de démarrer, c'est de faire des stages, au plus près de ces métiers-là. Je voulais aussi avoir ton avis sur, un peu sur, voilà, en fait, prospective et sur l'évolution du private equity, du capital investissement, dans les années à venir en France peut-être. Toi qui as cet ancrage-là, déjà régional, mais tu dois avoir une vue assez nationale aussi. Donc on l'a dit, il y a la consolidation, il y a un environnement qui est peut-être un peu incertain, pour les investisseurs. Et en même temps, il y a un peu une retailisation, donc des particuliers qui peuvent commencer à investir dans le private equity. Comment est-ce que tu vois finalement peut-être l'évolution de ce monde dans les années à venir? Est-ce que toi tu vois peut-être déjà des premières dynamiques, avec ton rôle chez France Invest? Oui, alors, c'est beaucoup de questions. D'abord, je pense que, on a un rôle central, pour les entreprises et dans le monde économique, qui est important parce que bah, on parle d'apporter de l'argent, mais on parle, vraiment d'apporter aussi du conseil pour les dirigeants, de pas être seuls, dans une période qui est un peu, complexe. Donc il faut vraiment, voir, les investisseurs et notre métier comme étant un vrai partenaire de l'entreprise. Autre chose, que je peux dire, c'est que à ce métier, moi, je le fais depuis 25 ans, donc on a tout connu. On a connu, des périodes, de crise, Oui. et d'instabilité, de coupure des financements bancaires, et on a aussi connu des très belles années, plutôt prospères, et tout en se disant: la vie, ce sont des cycles, et donc à chaque moment, on peut s'attendre à ce qu'une situation se retourne. Donc ce que je suis confiante, moi, dans la capacité des dirigeants, qu'on accompagne à prendre des bonnes décisions, à se réinventer, à aller chercher des nouveaux marchés, à réfléchir aussi à leur modèle économique pour le faire évoluer. Dans cette période de 25 années, en période de crise, finalement, il y a eu aussi des opportunités, la capacité pour, certains dirigeants de faire des opérations de croissance externe, peut-être à des prix, qui étaient, plus abordables. Et puis encore toujours cette réflexion de rationalisation qui fait que, quand il y a une nouvelle page, de croissance qui s'ouvre, et bien, ça permet aussi à l'entreprise, d'en bénéficier.
Il y a parfois des décisions, qui sont prises par des dirigeants qu'ils auraient pas pris, en situation, favorable. Je prends l'exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée qui s'appelle Asia, qui est un tour opérateur, sur l'Asie. Et bien, au moment du covid, il a vu son chiffre d'affaires, quasiment, s'effondrer. Et bah, ça a été une vraie réflexion pour lui, pour, réfléchir à des charges, notamment des charges immobilières avec, des locaux qui étaient assez coûteux. Donc, bah, ça a été, la décision de déménager, et de recréer aussi une culture d'entreprise autour de finalement cette nouvelle histoire, qui a été écrite par l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui a renoué avec des très beaux résultats. Super. Il y a aussi un point qui est même assez, qui est assez lié à votre fonds, c'est le on a parlé de transmission, vous avez parlé de transmission. Aujourd'hui, il y a cet effet-là, enfin, en tout cas, on en parle beaucoup de cette génération qui ont monté des grandes entreprises régionales, il y a déjà peut-être des dizaines et dizaines d'années, qui arrivent sur finalement la retraite bientôt et qui ont pas d'héritier, qui ont pas, quelqu'un dans la famille, par exemple, ou quelqu'un de proche à qui, passer l'affaire, ou il y a pas de voilà, ils font pas confiance à quelqu'un aujourd'hui. Hem Est-ce que ça peut être un est-ce que voilà, est-ce que tu vois finalement toute cette génération-là arriver enfin finalement arriver bientôt à la retraite, et comment est-ce que tu vois ça, enfin finalement matériellement, comment est-ce que tu vois ça? Mmh. Alors, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, d'assurer, la transition, de cette génération de dirigeants qui s'approche de la retraite. Il faut quand même savoir que nous, dans notre quotidien, on voit des dirigeants, qui vont vendre leur entreprise, peut-être à 50 ou 55 ans. Certains n'attendent même pas, l'âge de la retraite. Il faut, peut-être le message à faire passer pour certains dirigeants, c'est, de réfléchir à ces sujets-là assez en amont, parce que, le moment où ils doivent transmettre, et ben, il faut qu'ils puissent trouver un successeur soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Et il faut qu'il y ait un certain nombre de passations, enfin d'actions qui soient mises en œuvre pour, faciliter la passation. Nous, chez NCI, on a constaté, on a, fait, des analyses précises. On réussit aussi bien avec un repreneur qui vient de l'extérieur qu'avec des équipes qui sont déjà en interne. Et ça fait partie, d'un vrai savoir-faire que l'on a, c'est d'aller, chercher un dirigeant, et de s'assurer au travers, de ce qu'on appelle un assessment. Donc c'est un exercice, RH. Au travers de cette analyse-là, ça permet de vérifier que la personne, qu'on va, choisir pour prendre la tête de l'entreprise, va bien s'adapter à la culture de l'entreprise et à l'activité de la société. Donc, mais ça prend du temps, ça peut être une recherche de 6 mois, 1 an. D'accord, Donc il faut que le dirigeant soit prêt à faire une passation et heu et à, et à céder son entreprise peut-être, avec une période un peu transitoire où il va rester d'accord, un peu oui. actionnaire. Et nous on apporte, on Il fait apporte le influencer aussi celui qui arrive, OK. et former aussi. Mmh. Très bien, on arrive au terme de ce podcast. On a envie dans ce podcast de laisser, le mot de la fin à l'invité. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être peut-être, parler d'une success story qu'on n'a pas parlé, parler d'une leçon peut-être, ou même un moment un peu, compliqué, où tu as réussi enfin, NCI, où toi tu as réussi à te relever, et ce qui finalement fait la personne que tu es aujourd'hui, quelque chose il y a peut-être un dernier conseil, D'accord. Bah, en petit mot de la fin, d'abord, pour NCI, je pense qu'on a en effet, on est en train d'écrire une page, très enthousiasmante, que ce soit, avec, Stéphane Carlo qui est directeur général, mais aussi avec toute l'équipe. Donc c'est aussi un moment, je pense, où chacun, dans la société de gestion peut prendre ses responsabilités et contribuer donc, au développement. Et puis, bah, je voudrais, envoyer un message aussi aux entrepreneurs,
et aux dirigeants d'entreprise qui font un travail admirable au quotidien, qui sont toujours, Mmh. très enthousiastes et tournés, vers des projets, vers la performance. Donc ça, c'est notre métier, n'existerait pas sans eux. Et puis, 3e message, totalement différent, donc je le disais, on souhaite attirer des jeunes dans notre profession. On souhaite aussi attirer des jeunes filles. Donc ça, c'est aussi, important de le rappeler, qu'elles n'hésitent pas, à candidater pour, des stages, des expériences, chez nous, NCI, mais aussi chez nos confrères pour, se mieux connaître notre profession et se lancer. On a besoin de diversité, on a besoin de talent, donc ne pas hésiter à franchir la porte. Merci beaucoup Anne-Cécile et je passe un très bon moment et à très vite.